Au cœur de la Comédie Française, il existe un tableau, accroché au mur du foyer, qui depuis plus d'un siècle et demi voit défiler pensionnaires et sociétaires de la grande maison. Intitulé Farceurs français et italiens depuis 60 ans et plus, il porte la date de 1670. Cette peinture fortement évocatrice a été fréquemment reproduite pour illustrer certains aspects de la vie théâtrale au XVIIe siècle. Sur une scène éclairée à la chandelle, se pressent des acteurs en costume bigarré, saisis dans l'attitude typique de leur rôle fétiche. Côté italien, on reconnaît des figures de la commedia dell'arte, dont les noms et l'emploi nous sont encore familiers. Arlequin, le valet goinfre, Polichinelle, le fripon rusé, ou Pantalon, l'avare libidineux. Le groupe des farceurs français est en revanche plus intrigant. Quel est le lien entre Molière, représenté au bord gauche du tableau, et ces étranges figures masquées aux noms excentriques, Turlupin et Guillot Gorju? Que font ici les personnages de Jodelet et de Matamor, dont Scarron et Corneille nous ont transmis la mémoire? Et ce mystérieux Philippin qui couve la scène d'un œil ironique du haut de son balcon, qui est-il? Cette image si connue interroge. Qu'est-ce au fond qu'un farceur français? Et si, à en croire les lexicographes de l'époque, cette appellation était un terme de mépris, pourquoi avoir voulu conserver la mémoire de ces comédiens déconsidérés sous la forme d'une peinture de qualité? Dans un article de 1879, le journaliste Auguste Vitu, qui attribue le tableau au peintre apulien Antonio Verrio, 1639-1707, apporte un éclairage sur l'horizon culturel de cette œuvre, en la rapprochant d'un témoignage du dramaturge Palapra. Ce dernier y évoque ses soupers chez le peintre en compagnie des comédiens italiens du Palais Royal. Ces virtuosi étaient les gens de Paris les plus initiés dans les anciens mystères de la comédie française, les plus savants dans ses annales, et qui avaient fouillé le plus avant dans les archives de l'Hôtel de Bourgogne et du Marais. Ils nous entretenaient des vieux comiques, de Turlupin, Gauthier-Garguille, Gorgibus, Crivello, Spinette, du docteur, du capitaine, Jodelet, Gros-René, Crispin. Ce fut donc dans ces dîners que j'appris une espèce de suite chronologique de comiques, jusqu'aux Sganarelle, qui ont été le personnage favori de Molière. Les Pasquins et les Merlin ont eu leur mode depuis. Le créateur du tableau aurait donc voulu reconstituer une généalogie symbolique des acteurs du XVIIe siècle spécialisés dans le genre comique, rattachant les Français et les Italiens à une souche commune. Une forme théâtrale dans laquelle le comédien se fond derrière un personnage burlesque qu'il incarnera tout au long de sa carrière. Toutefois, ce tableau de famille fait aussi ressortir l'inégalité de la fortune critique entre ces deux traditions nationales. Comme on sait, la commedia dell'arte a été largement étudiée, et reste une forme dramatique bien connue du grand public. Les premiers ouvrages consacrés au genre, qui en avaient entretenu une vision romantique et largement fantasmée, ont laissé place à des analyses solides et ancrées dans la réalité historique, au nombre desquelles on peut citer la somme documentaire et critique de Fernandino Taviani et Mireille Laschino, ainsi que les travaux de Claude Bourqui. Cet attrait jamais démenti pour le genre, auprès des artistes et des érudits, contraste vivement avec le peu d'intérêt suscité par la farce française de cette époque. Celle-ci demeure considérée comme un pur ersatz ou une transposition de la commedia, en dépit de cette différence majeure que met en évidence la toile de la comédie française. Alors que le personnage d'Arlequin ou de Pantalon peut être endossé par une multitude d'interprètes, il n'existe qu'un seul Turlupin ou Gauthier-Garguille. Ces rôles français apparaissent consubstantiels à leur créateur, à tel point qu'ils finissent par recouvrir, pour ainsi dire, leur identité civile véritable. Malgré les conséquences notables de ce particularisme, tant sur le plan de la dramaturgie que sur les conditions concrètes d'organisation des spectacles, aucune étude de fond ne paraît s'être penchée sur les spécificités génériques de la farce française de l'âge baroque. Posons en premier lieu les raisons de cette carence. Un premier constat est que la pratique de la farce est, historiquement parlant, un phénomène à bas bruit. Et ce, malgré sa popularité de fait dans toutes les strates sociales. C'est précisément l'aspect quotidien et répandu de ce divertissement qui, pour ses contemporains, le rend particulièrement peu digne de mention, et a fortiori de description,
rendant ainsi insaisissable pour nous une grande part de l'activité des farceurs. S'ajoute à cela le mépris traditionnel dans lequel est tenu ce genre théâtral dans les sphères intellectuelles. Alors même que se développe au début du XVIIe siècle un discours théorique sur les formes dramatiques, les lettrés, défenseurs d'un théâtre de qualité, n'ont pas de terme assez vigoureux pour flétrir la farce, et ces ouvrages indignes d'être mis au rang des poèmes dramatiques. Leurs mots sales et bas, tout juste bons à charmer la populace. Impudique, impertinente, malhonnête, la farce est un sujet trop vil pour qu'on s'abaisse à en disserter. Au siècle suivant, quand on dresse le portrait de Molière, dont l'œuvre de jeunesse possède de nombreux points de contact avec la pratique des farceurs, on écarte au plus vite cet aspect peu reluisant de sa carrière. Ses premiers essais très informes, affirme Voltaire, tenaient plus du mauvais théâtre italien, où il les avait pris, que de son génie, qui n'avait pas encore eu l'occasion de se développer tout entier. Et Jean-Baptiste Rousseau, découvreur d'un manuscrit contenant 2 farces de l'auteur du Misanthrope, juge ce texte digne ni de Molière ni du public, et est d'avis de supprimer avec discrétion tout ce qui n'aurait pas dû sortir de sa plume. Au XIXe siècle, l'aspect pittoresque des saltimbanques de l'âge baroque attire une certaine curiosité des artistes et des écrivains, mais l'opinion des historiens du théâtre n'a guère changé. Évoquant une compilation des textes scéniques du farceur Bruscambille, l'érudit Victor Fournel écrit « On ne peut feuilleter ce dégoûtant recueil sans avoir des hauts-le-cœur à chaque page ». Même au XXe siècle, on retrouve chez bien des dix-septiémistes la trace du mépris séculaire pour le genre. Raymond Lebègue ne voit dans ses métaphores et équivoques grivoises qu'un moyen facile d'amuser le parterre, tandis que même le très mesuré Georges Montgrédien porte un regard mitigé sur ses productions qui, pour ne pas manquer de verve, sont presque toutes d'une grossièreté déconcertante, et destinées selon lui à un public sans culture et sans finesse qui ne venait là que pour s'esbaudir. À notre époque encore, alors que les études médiévales et renaissantes ont pour ainsi dire réhabilité la farce des XVe et XVIe siècles, en l'intégrant dans l'étude plus générale du théâtre profane de cette époque, la bibliographie de la farce au XVIIe siècle est restée étonnamment pauvre en France. Singulièrement, c'est chez les chercheuses anglo-saxonnes qu'on trouvera plusieurs travaux abordant la farce française de cette époque et l'inscrivant dans le prolongement des formes comiques médiévales. On citera les ouvrages de Barbara Bowen, Jessica Milner Davis et, plus récemment, la monographie de Sarah Bim, qui montre l'importance du genre farcesque au sein de la culture politique de son temps. Toutefois, ces ouvrages se plaçant dans le champ de la littérature ou de l'esthétique de la réception s'aventurent fort peu sur la question des conditions concrètes de création et de représentation. Comme le constatait déjà en 1964 Barbara Bowen, l'histoire de la farce et de ses acteurs au XVIIe siècle demeure un grand travail qui reste à faire. Sans prétendre avoir accompli ici cette tâche colossale, le présent ouvrage se propose de dégager des éléments structurants afin de définir les spécificités de la farce de l'époque du grand siècle. Ce n'est donc pas l'approche textuelle qui nous servira de point de départ, mais la scène même, d'où nous partirons afin d'aborder la question sous l'angle de la pratique théâtrale. Les farceurs du tableau de la Comédie Française et leurs confrères nous serviront donc de guide sur les traces de ce phénomène théâtral obscur. L'intitulé même de l'œuvre picturale, ainsi que le témoignage de Palaprat, nous invitant à examiner ces différents interprètes dans une perspective chronologique, afin de reconstituer les contours et les relations professionnelles des membres de la drôlifique confrérie des acteurs comiques du XVIIe siècle. La méthode prosopographique semble tout indiquer à cet effet. Comme on le sait, celle-ci se propose de dresser la biographie collective d'un milieu spécifique, en établissant des notices individuelles et en les croisant, dans le but de faire ressortir les éléments communs et les écarts différentiels au sein de ce groupe. Toutefois, la nature même du sujet étudié nécessitait de porter le présent travail au-delà de la collection raisonnée de notices biographiques. Pour ce faire, prenant acte de la nature double du concept de farceur, qui désigne tout à la fois le comédien et la créature fictionnelle qu'il incarne, nous proposerons donc tout à la fois une prosopographie dans son sens académique, une étude de l'individu dans son rapport à son groupe socioculturel, et dans le sens étymologique, une analyse descriptive du masque, du personnage de théâtre.
Il s'agit donc moins pour nous d'établir une historiographie de la carrière de tel ou tel interprète, que d'élaborer, à travers les attestations diverses de son personnage, un aperçu du travail de création scénique de chaque comédien. Une telle approche se situe nécessairement au carrefour des disciplines. Le parcours social et professionnel de l'acteur peut être reconstitué à l'aide des témoignages arides des registres paroissiaux et des actes notariaux, permettant de contrôler et quelquefois faire justice des approximations et légendes que les anecdotiers avaient laissé prospérer sur tel ou tel interprète. Quant à la carrière scénique qu'il mène sous les traits de son personnage, elle n'est représentée que de manière indirecte dans les sources habituellement valorisées par les études théâtrales sur l'époque classique, les œuvres dramatiques publiées. Il faut par conséquent compléter celle-ci par une prospection minutieuse dans d'autres sources de nature variée. Représentations picturales, chansons, témoignages littéraires et journalistiques. Le caractère disparate de ces sources, demandant une juxtaposition des approches d'analyse, scénographie, histoire du costume, de l'édition, iconographie, pourrait sembler un handicap. Toutefois, dans ce cas précis d'un domaine peu étudié, c'est le caractère parcellaire et disséminé de ces sources brutes qui permet une approche débarrassée des catégories préconstruites. Il en résulte un répertoire analytique de 45 entrées, examinant la carrière des plus notables héros de la farce, actifs au XVIIe siècle dans les troupes parisiennes. Chaque fiche comprend un aperçu simultané de la vie et du parcours artistique de chaque comédien. Elle s'attache en outre à dresser un descriptif aussi complet que possible de son personnage récurrent, son aspect visuel, ses composantes caractérologiques et ses routines de jeu. Malgré le risque de l'écueil d'une psychologie du personnage, nous avons parfois pris le parti de décrire sa créature comme pourvue d'une vie mentale autonome, afin de souligner la cohérence de la construction d'un personnage qui s'élabore sur toute la durée de la carrière de son interprète. Ce répertoire a donc pour vocation d'offrir une base documentaire analytique sur les comédiens du grand siècle spécialisés dans le genre comique. Leur carrière théâtrale, la construction de leurs personnages, les particularités de leur performance scénique et sa réception publique. En outre, cet inventaire fait émerger des points de comparaison entre les différents farceurs et permet par conséquent de lever en partie le voile sur le mode de fonctionnement esthétique du genre farcesque. Ces recoupements démontrent que la farce repose sur un système de règles formelles spécifiques qui la structure et qui, sans être théorisé de manière académique, constitue une tradition, c'est-à-dire un système culturel spécifique au sein duquel évoluaient ses interprètes. Une ébauche de théorie de cette dramaturgie est présentée en préambule de ce catalogue. Après un bref historique de l'évolution du genre de la farce, depuis ses origines jusqu'au commencement du théâtre professionnel, nous analyserons la fonction de cette forme spectaculaire au sein de l'économie théâtrale du XVIIe siècle. Nous passerons ensuite en revue les différentes sources médiatiques susceptibles de fournir des témoignages éclairants sur la mécanique dramaturgique propre au genre. Cette documentation permet de constater que les comédiens farceurs choisissaient leurs personnages récurrents au sein d'un nombre réduit de figures archétypales, associées chacune à une fonction dramatique spécifique. La présence simultanée sur scène de ces personnages rattachés à des types contrastés formait un dispositif dramaturgique, servant de base à l'intrigue de la scénette. Ce procédé influant sur les logiques de distribution dans les compagnies théâtrales, et conditionnant dans une large mesure leur politique de recrutement, on trouvera à la suite une série de tableaux chronologiques, illustrant la carrière des différents farceurs au sein des troupes parisiennes. Ces éléments permettent d'offrir le contexte requis au catalogue de la joyeuse cohorte des comiques des théâtres parisiens, classés par type et par ordre chronologique, qui constitue la seconde partie de ce volume. Si cet ouvrage ne saurait donc constituer une histoire complète de la farce en France au XVIIe siècle, nous désirons cependant y offrir les fondements documentaires pour entreprendre le grand travail appelé de ses vœux par Barbara Bowen. En jetant une lumière nouvelle sur un pan mal connu de l'art des professionnels du théâtre commercial émergent, cette étude espère en outre rendre une reconnaissance légitime à une forme dramatique discrète, mais constitutive, elle aussi, de l'histoire mouvementée des spectacles de la première modernité.